Donc ce travail, alors contrairement à Sylvie, donc c'est pas un démarrage, c'est plutôt un prolongement des recherches que j'avais menées dans mon dernier ouvrage, donc qui est paru en octobre dernier, qui s'appelle Faire trace, dans lequel le dernier chapitre est consacré au tourisme mémoriel et à l'industrie de la mémoire. Et donc je voudrais prolonger ici ces réflexions autour d'un certain nombre d'œuvres que je voudrais examiner un peu plus en détail. Alors, pour commencer, ce que je voudrais noter, c'est que cette réflexion de la littérature sur le tourisme mémoriel, on en voit déjà des traces, par exemple, j'en trouve des traces dans le roman de Romain Gary qui est paru en 68, qui s'appelle La tête coupable. Donc c'est un roman assez peu connu du grand public et c'est un texte dans lequel Gary envisage la construction d'un parc d'attractions à Tahiti qui serait en partie dédié à une reconstitution d'Auschwitz. Plus récemment, c'est Imre Kertész qui a prophétisé un temps où, je le cite, les touristes se promèneront dans le parc de l'Holocauste, comme s'en est aussi inquiété André Schwarzbart dans un roman posthume paru en 2009, L'Étoile du matin. Et c'est dans le sillage de ces auteurs que nombre de textes contemporains questionnent ce phénomène qui prend des formes de plus en plus inquiétantes de nos jours en radicalisant ce qu'on a appelé l'américanisation de la Shoah. Une véritable industrie culturelle de la Shoah prospère en effet depuis plusieurs dizaines d'années autour des lieux de mémoire. Alors je vous donne quelques exemples sur lesquels je ne vais pas m'attarder, je les cite simplement, je les développe dans Faire trace. On peut par exemple à Cracovie faire un Schindler List Tour, donc se promener en compagnie, visiter la ville par rapport au film de Spielberg. Il est aussi possible de discuter avec l'hologramme de survivants au cours de l'exposition Dimensions in Testimony au Museum of Jewish Heritage de New York. Et vous pouvez aussi visiter le United States Holocaust Memorial Museum de Washington comme un jeu de rôle avec en main la carte d'identité d'une victime dont vous suivez le parcours. Donc, ces simples exemples montrent bien que la frontière entre transmission, compréhension et divertissement est parfois relativement mince. Et c'est bien sur cette zone incertaine entre transmission d'un savoir, entretien d'une mémoire, divertissement, voire indécence, que vont porter les fictions suivantes, donc que je vais étudier dans ma communication. Les textes de Jachim Topol, L'Atelier du Diable, qui est paru en 2009. La fiction aussi de Yishai Sarid, Le Monstre de la Mémoire, qui est paru en 2017. Et enfin, le récit de voyage de Jerry Stahl, 999, La dépression, les tourments de l'âme et la Shoah en autocar, paru en 2023. Et donc ces œuvres, avec d'autres que je n'aurai pas le temps d'évoquer ici, forment une littérature critique qui porte sur un double objet, la mémoire du passé et notre rapport à ce passé dans le présent sous la forme du tourisme. Et ces textes sont redevables tant du développement de l'histoire de la mémoire depuis les années 80 que de celui de l'anthropologie du tourisme. Et je voudrais donc me demander si ces textes, qui empruntent aux sciences humaines, n'inventent pas une forme de tourisme critique qui s'efforce de sortir la mémoire de l'évidence dans laquelle on la tient le plus souvent. Au lieu de porter un regard lénifiant sur son intérêt, ils en dressent une critique sans pour autant la condamner complètement. Ils prennent donc acte des dérives de cette mémoire tout en reconnaissant l'importance. Et de ce fait, l'enjeu pour ces textes semble dès lors d'essayer d'accepter de ne pas comprendre complètement pour tenter de vivre tant bien que mal avec les fantômes du passé. Alors ces textes sont tous plus ou moins amenés à poser une question que formule Daniel Mendelssohn avec netteté au cours de son propre voyage à Auschwitz qu'il relate dans Les Disparus. Donc voilà cette question, pourquoi aller voir des endroits pareils comme un touriste ? Mendelssohn, venu sur les lieux pour des raisons personnelles, admet en effet que le mémorial ne correspond pas à ce qu'il recherche. Et il fait l'expérience dérangeante de ce qu'il appelle la surexposition d'images qui ont été vues et revues, si bien que, je le cite, tout paraissait familier. Le portail, la voie de garage, les baraquements, le barbelé électrifié. Autant d'éléments que Mendelssohn considère comme des attractions. Et de là, cette question qu'il pose, pourquoi aller voir des endroits pareils comme un touriste ? Alors sa réponse est catégorique. Je la cite, pas pour apprendre, au moins d'une façon générale, ce qui s'y est passé. Et certainement pas pour se faire une meilleure idée de ce que c'était. Comme si en voyant l'architecture ou en percevant les dimensions de l'endroit,
On pouvait mieux comprendre l'expérience de ceux qui étaient venus ici, non dans des cars de touristes climatisés, mais dans des wagons à bestiaux. Et Mendelssohn en déduit donc qu'il n'y aurait que 2 raisons pour venir à Auschwitz. La première, dit-il, est scientifique et juridique, puisque le site est, je le cite, une preuve géante de l'existence du génocide. Et la seconde raison est, nous dit Mendelssohn, sentimentale. Il s'agit, je le cite, de reconnaître les revendications des morts. Alors les réponses qui sont proposées par Sarid, Stahl et Topol sont, on va le voir, moins tranchées et plus variées. Et elles s'organisent. Alors chez Sarid, les raisons à un voyage à Auschwitz sont d'abord d'ordre pédagogique, puisque le narrateur travaille comme guide dans les camps de concentration ou d'extermination en Pologne et accompagne donc différents groupes, alors en particulier des élèves, mais parfois aussi des militaires. Chez Topol et chez Stahl, les raisons, en revanche, sont plutôt d'ordre thérapeutique. Alors, on va le voir, c'est chez Jerry Stahl que ses motivations sont les plus étonnantes, puisqu'il a décidé de participer à un voyage organisé dans les camps de la mort en Pologne. Et voilà comment il justifie cette décision. La confrontation avec la mâchoire géante de l'enfer que fut l'Europe de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale procurait aux visiteurs de quoi justifier la désolation qui lui rongeait l'âme. Pour le meilleur ou pour le pire, les antidépresseurs n'ont jamais fonctionné sur moi. Alors, au lieu de m'évertuer à réprimer ce malaise, pourquoi ne pas plutôt tenter de l'alimenter, lui donner une raison d'être ? Donc on voit bien, le point de départ de l'entreprise de Stahl ne se loge ni dans un désir de savoir, ni dans une forme ou une autre de devoir de mémoire, mais bien dans une démarche thérapeutique qui relève d'une psychopathologie personnelle. Et c'est ce qui explique que ce que Stahl appelle son chemin de croix nazi va être caractérisé par une démarche permanente de comparaison entre la situation personnelle que Stahl a laissée aux États-Unis et le spectacle souvent affligeant qu'il découvre sur place. D'où l'écrivain conclut que, je le cite, parmi la longue litanie des faits qu'une confrontation avec un camp de la mort révélera à propos du visiteur, l'absence de bouton arrêt pour museler l'obsession de soi est un des plus durs à assumer. Alors dans l'atelier du diable de Topol, on va trouver d'autres raisons, mais elles vont être à la fois d'ordre politique et thérapeutique. Alors chez Topol, la particularité du récit est de s'intéresser d'abord, de mettre l'accent plutôt sur les organisateurs des sites plutôt que sur les simples visiteurs. Le roman met en scène un groupe de jeunes gens qui, autour d'un certain Lebo, qui est né dans le camp de Theresienstadt, donc groupe de jeunes gens qui s'approprient le site pour le sauver de la destruction. Et ces jeunes gens s'opposent à l'approche pédagogique limitée du mémorial qui est entretenue par le gouvernement. Et ils s'installent donc dans la ville de la mort en créant une communauté New Age appelée le Comenium. Ils décident d'y attirer des touristes du monde entier en organisant des ateliers joyeux, des danses nocturnes collectives et des soirées autour du feu. Et ces jeunes gens en arrivent à fasciner les journalistes et le public parce que, nous dit le narrateur, ils travaillent au cœur des ténèbres et ils touchent le fond de l'horreur. Et ceux qui leur prêtent main forte pensent, nous dit le narrateur, venir en aide pour réparer la mémoire du monde. Et ils viennent, je cite, trouver une thérapie pour leurs plaies. Le narrateur distingue dès lors 2 types de visiteurs. D'un côté, ceux qu'il appelle les touristes ordinaires, qui visitent Theresienstadt, je cite, comme il l'aurait fait d'un château médiéval, avec ses chambres de torture et ses oubliettes qu'il photographiait ou filmait pour les soirées en famille. Et de l'autre, je cite, les jeunes gens tourmentés par les horreurs du passé qui avaient frappé leurs parents, leurs grands-parents, et qui se demandent pourquoi eux sont vivants et si les événements ne vont pas se répéter. Alors la deuxième moitié du livre fait évoluer cette situation, apparaître de nouvelles motivations à la participation au lieu de mémoire. Le site du Comenium a été rasé par le gouvernement, ce qui conduit le narrateur à rejoindre un certain Alex en Biélorussie pour l'aider à monter un projet similaire. Or, l'origine de la construction de ce mémorial se trouve en fait dans le ressentiment éprouvé par les Biélorusses face au manque de reconnaissance du sort de leur pays durant la guerre. Marouchka dit par exemple au narrateur « On parle tout le temps des camps de la mort en Pologne, mais c'est de la blague. Tous les chemins mènent à Auschwitz, mais il faut que ça change. » Un autre Biélorusse va dire au narrateur « Le monde globalisé, c'est la répartition des rôles, bon Dieu. La Thaïlande pour le sexe, l'Italie pour la mer et la peinture, la Hollande pour les sabots et les montagnes, et la Biélorussie pour les horror trips. Est-ce qu'en Biélorussie, on a la mer, la montagne et des monuments ? Non, tout a été calciné. Alors on va édifier le Jurassic Park de l'horreur, l'écomusée des totalitarismes. On s'inscrira sur les cartes du monde avec nos sachets d'ossements et nos flacons de sang et de pu.
Alors de ce fait, l'une des constantes de cette littérature va être de s'interroger sur l'obscénité de notre rapport au passé. Alors cette obscénité, elle a plusieurs origines. Elle provient d'abord de l'attitude des visiteurs eux-mêmes, comme par exemple les élèves israéliens qui, dans le monstre de la mémoire de Sarid, s'enroulent dans le drapeau de leur pays sur chaque lieu de mémoire, où ils chantent à chaque fois l'hymne national de leur pays. Jerry Stahl note pour sa part, je le cite, que le musée national d'Auschwitz-Birkenau s'est vu contraint d'éditer un avis interdisant aux visiteurs de jouer à Pokémon Géo sur les smartphones dans l'enceinte de l'ancien camp. Et il consacre d'ailleurs l'ensemble du chapitre 12 de son récit à ce qu'il appelle le gueuleton post-traumatisme, c'est-à-dire la visite de la cafétéria du mémorial. Parce que, nous explique Stahl, la fringale, donc ce qu'il appelle la fringale des visiteurs, est une véritable énigme. Il se demande, qu'y a-t-il de si spécial dans la notion de génocide pour ouvrir ainsi l'appétit ? Et il est envahi par un puissant malaise. Et voilà ce qu'il explique. Je m'imagine apercevoir les visages des morts et des affamés scrutant ce spectacle depuis leur cachette à 2 pas de la terrasse, à l'ombre des auvents Coca-Cola et des pancartes annonçant du poulet grillé et des pizzas. Et je me demande où réside la vraie mascarade, dans le fait de se restaurer ou dans celui d'oublier. Mais oublie-t-il ce faisant ? Peut-être qu'il médite sur le sort des défunts en mastiquant leurs plats. Et de ce fait, l'obscénité qu'on observe avec ces visites mémorielles, eh bien, elle ne peut pas être uniquement imputée aux visiteurs, parce qu'elle est aussi liée à certains choix des responsables des sites. Et en toute logique, Stahl s'interroge sur la présence de cette cafétéria à Auschwitz. Voilà ce qu'il note, en règle générale, les cimetières ne sont pas équipés de bars-restaurants. Alors pourquoi en est-il autrement quand il s'agit d'une terre où l'on a assassiné les morts avant de les inhumer ? Et il note aussi, ce qui me frappe en premier lieu, c'est la nature porcine des festivités. La charcutaille qui s'exhibe à tous les niveaux. Sandwich au jambon, pizza au pepperoni et même une calzone à la mexicaine. Rien de cachère sans rire. Est-il possible de servir de la nourriture cachère dans un établissement aussi porcino-centré ? Y a-t-il plus inconvenant à l'égard des Juifs ruminant leur histoire indicible qu'un sandwich au jambon ? Mais c'est évidemment dans l'atelier du diable de Topol, grâce à la fiction, que cette obscénité muséographique va être poussée le plus loin. Notamment lorsque le narrateur va découvrir le futur Jurassic Park de l'horreur qui sera implanté à Katyn, en Biélorussie, puisqu'on va y trouver... Alors, d'abord, à Theresienstadt, on avait toute une série de produits dérivés pour attirer du public, les pizzas ghetto et les t-shirts Kafka. Mais là, à Katyn, ça va beaucoup plus loin, puisqu'on a des sachets d'ossements, des flacons de sang, flacons de pus, des têtes humaines réduites, et puis surtout des témoins empaillés des victimes qui racontent leur histoire. Alors, chez Sarid, ce ne sont pas les lieux de mémoire en eux-mêmes qui vont verser dans l'indécence, mais plutôt les entreprises qui fleurissent autour. Alors, je vous en donne un seul exemple. Le narrateur est amené à collaborer en tant qu'expert à la réalisation un projet de modélisation des camps d'extermination qui va servir à la création d'un jeu vidéo. Et l'essai auquel il se livre le fascine. Voilà ce qu'il en dit. « J'ai arraché des dents en or sur un cadavre et les ai mises dans une boîte. Je suis devenu allemand et j'ai fouetté un juif avec une lanière en cuir. Je me suis fait capot et distribuer la soupe d'une grande casserole, incapable de m'en détacher, tant le terrible jeu qu'ils avaient créé était une réussite. » Et c'est donc bien pourquoi cette obscénité au cœur des visites mémorielles apparaît en fait plus largement comme relevant de phénomènes psychiques et sociaux qui excèdent la seule question du tourisme mémoriel. C'est pourquoi l'exploration routière du Reichsland, comme l'appelle Stahl, est pour lui l'occasion de parcourir tout un répertoire d'attitudes liées au souvenir du nazisme, alors, qui vont de l'indécence à la perversion. Alors, j'en cite seulement quelques-unes parce qu'il y en a énormément. Donc, par exemple, la pratique fétichiste des polkas hitlériennes ou l'utilisation du nom de Dachau par de divers groupes de musique. Alors, Stahl en retrouve un grand nombre. Et il prend la pleine mesure de ce phénomène en s'intéressant tout au long de son expédition à, je cite, le trauma porn, le porno du traumatisme, donc au cours de plusieurs épisodes. Et c'est donc bien à partir de cette obscénité généralisée que ces textes vont interroger la fascination exercée par les bourreaux et la violence, la dimension intrinsèquement pulsionnelle et parfois même érotique de la jouissance liée au mal dans une société qui est une société du spectacle et du divertissement.
Le narrateur de Sarid, donc dans Le Monstre de la mémoire, constatant l'admiration des élèves israéliens pour les nazis, comprend par exemple qu'il est difficile de les détester en raison, dit-il, je cite, de leur air cool sur leur moto, parés de leurs beaux uniformes, aussi sereins que les top modèles qui s'affichent sur les panneaux publicitaires. Et sa conclusion est sans appel. Voilà ce qu'il dit: nos jeunes déambulaient entre les baraquements et s'emplissaient de haine, non pas envers les bourreaux, mais envers les victimes. Et il y a là un constat d'échec assez définitif en regard des entreprises mémorielles sur la Shoah. Alors on le comprend en tout cas, ces textes reposent donc sur une confrontation entre le tourisme des visiteurs d'un côté et leur propre démarche qui, quand elle s'apparente à du tourisme, s'en éloigne en raison de la dimension réflexive qui est la leur. De ce fait, cette entreprise relève de ce qu'on pourrait appeler un tourisme critique et anthropologique. Et c'est évidemment chez Stahl que cette démarche est la plus évidente, lui qui choisit volontairement de participer à un voyage organisé dans les camps de la mort. Mais cette intention analytique, eh bien, elle est présente aussi dans la plupart des autres textes, et elle passe par l'exploration des réactions des visiteurs qui sont confrontés aux traces du passé dans le présent. Et dans les trois textes et dans d'autres aussi, le personnage principal endosse de ce fait le rôle d'un observateur qui occupe une position privilégiée pour voir ce que les autres ne voient pas. Comme par exemple le narrateur de Sarid, qui se tient en partie à l'écart des différents groupes de touristes qui l'accompagnent, qu'il s'agisse de groupes de militaires ou d'élèves. Mais à chaque fois, ces narrateurs, bien qu'ils déduisent de leurs observations des règles générales sur la nature humaine, eh bien, ces narrateurs ne revêtent jamais la posture d'un moraliste condamnant de manière unilatérale toutes ces dérives. Et c'est chez Stahl, il me semble qu'il y a la posture la plus complexe, puisque c'est une expérience en immersion qui est racontée, une expérience qui peut être décrite dans les termes mêmes de l'anthropologie, où on parle d'une observation participante, puisque Stahl intègre un groupe de touristes américains, ils partagent leur quotidien, et il va donc tenter d'expliquer leurs réactions à partir des siennes. Et au cours de son voyage, il va être frappé, comme d'ailleurs le narrateur de Sarid, à la fois par l'indifférence et par l'indécence des visiteurs, auxquels il essaie, depuis sa position d'observateur impliqué, de donner des raisons. Alors il se demande par exemple ceci: tout lieu d'accueil de public plus ou moins envahi d'Américains XXL occupés à sucer leur gourde à tétine, se voit-il intrinsèquement vidé de sa gravité ? Il ajoute: c'est à se demander si nos connexions neuronales ne seraient pas désabusées, incrustées de merde au point d'en devenir insensibles aux effets de l'horreur authentique. Et donc il en arrive au constat qu'il est impossible de comprendre l'horreur du passé à partir de sa mise en scène, car, dit-il, ce n'est pas l'enfer, juste le musée de l'enfer. Et il ajoute: le revers de la médaille, quand on emballe l'horreur en formule tout compris pour touristes, transformant ainsi les camps en parcs d'attractions géants, bienvenue à Auschwitzland, c'est peut-être de rendre inévitable une certaine forme d'indignité. Et Stahl ne s'excepte nullement de ces réactions indignes qu'il observe. Après avoir pénétré à l'intérieur d'Auschwitz, il constate par exemple que la vue est saisissante et qu'il devrait, je le cite, tomber à genoux. Mais il file directement aux toilettes. Il commente: ce n'est pas ainsi que j'imaginais ma première approche d'Auschwitz et de ses lieux d'aisance. Je m'en tiendrai toutefois à saluer le ton remarquablement neutre que TripAdvisor parvient à adopter sur ce point. Les toilettes à l'extérieur du musée d'Auschwitz sont payantes, 1 zloty. Celles dans l'enceinte du musée, bloc 18 et derrière la chambre à gaz, sont gratuites. À l'intérieur du crématoire, il croise un jeune homme qui trouve, donc je cite Stahl, que l'endroit ressemble trop à un four à pizza. Et Stahl est bien obligé d'admettre qu'il est, je cite, plutôt d'accord avec lui. Voilà ce qu'il avoue: le type m'a sorti du placard, en révélant au grand jour la nature hyper beauf de mon cerveau. Il est en train de me foutre en l'air mon holocauste, le con. Et c'est donc bien l'observateur lui-même, on le voit, qui se trouve en cause, en éprouvant ce que Stahl appelle, et je trouve que la formule est très juste, l'horreur d'être complètement indigne de l'horreur elle-même. Et Stahl prouve donc, par son exemple personnel, les limites, ou voire l'impossibilité de la mission qu'on impartit généralement à ce tourisme mémoriel, à la différence près que sa lucidité sans concession, sur soi et sur les autres, apparaît comme un garde-fou contre les dérives de cette industrie de la mémoire. Et il déduit d'ailleurs ceci: j'ai quasiment parcouru la moitié du globe et je me suis inscrit à un voyage organisé parce que je brûlais de me confronter de très près à la plus sombre des souillures qui entachent l'humanité. Et au lieu de ça, je me suis retrouvé confronté à l'humanité, à la nature humaine, à Auschwitz. Alors, pour conclure rapidement, je pense que j'ai
largement passé les 20 minutes, je termine. Ce tourisme critique et anthropologique débouche donc, on le voit, sur un constat d'échec, constat qui est assez amer par rapport à la quête de savoir sur le passé. Mais en regard d'une telle faillite, il me semble que c'est la deuxième mission impartie par Mendelssohn à ses visites dans les camps de la mort, qui se dessine quand même en filigrane. Mendelssohn disait « reconnaître les revendications des morts ». Car les narrateurs de Topol, de Sarid et de Stahl nous les donnent justement à entendre. Alors chez Topol, c'est peut-être là où c'est le moins évident, les spectres des disparus n'apparaissent qu'en creux, par leur absence même, qui est rendue sensible par la présence de ces momies qui sont chargées de témoigner à leur place, qui sont des sortes d'ersatz, qui dénoncent le caractère artificiel de cette mémoire fabriquée, qui peut renvoyer aux hologrammes que j'évoquais pour commencer au musée à New York. Chez Sarid, ce sont les voix des victimes qui finissent par submerger le narrateur au cours d'une de ses visites à Auschwitz, où il s'évanouit à la suite d'une longue hallucination auditive et visuelle. Et chez Jerry Stahl, le voyage est lui aussi ponctué de nombreuses hallucinations, alors en particulier avec le compagnonnage d'un étrange visiteur qui frappe Stahl, c'est à Auschwitz, parce qu'il trouve que ce visiteur a une attitude différente. Et voilà ce qu'il en dit, il dit qu'il pourrait très bien être un survivant ou un non-rescapé, un D-book, une ombre d'Auschwitz, fuyant l'au-delà pour déambuler dans l'enceinte du camp et éclairer les imbéciles dans mon genre, ceux qu'ils croient en mesure de l'entendre, du moins, ou qui en ont besoin. Et à Buchenwald, le deuxième camp visité, le narrateur devient complètement obsédé par la parole des morts et il s'interroge sur ce qu'ils auraient à dire. Il note, tout autour de nous, le sang du passé crie et houspille le présent. Et il dit ceci, arrive-t-il aux morts de lever les yeux vers les vivants et de se dire « Putain les gars, vous faites quoi là ?» Et donc, c'est en regard de cette capacité à entendre les voix des défunts que doit être compris, me semble-t-il, l'appel que formule Stahl à une certaine forme de sagesse qui consiste finalement à accepter le monde tel qu'il est et à y déceler malgré tout des aspects positifs, fussent-ils cachés derrière une masse de dérives condamnables. Et je cite ces lignes de Stahl, « Je me fiche, dit-il, c'est quasiment à la fin du texte, je me fiche que l'Holocauste soit, aux yeux de certains, devenu une industrie lucrative. Je me fiche qu'on ait reconstitué des pans entiers des camps sous forme d'ersatz romancés, visuellement sexy. Je me fiche qu'on puisse se payer une part de pizza en sortant du crématoire et la faire passer à coups de Fanta. Rien, en définitive, ne saurait diminuer la cuisante gravité émanant des lieux concrets arpentés par les martyrs, nos ancêtres, où, selon la volonté de Yahvé ou d'Eichmann, nous nous laissons gagner par le désespoir nécessaire, vigoureux, bien mérité, suscité par la confrontation avec l'humanité sous son pire jour, par la vision de notre reflet dans le miroir de la maison de l'enfer. On pourrait parler de rédemption des vivants par les morts. Et c'est bien cette rédemption des vivants par les morts qui est sans aucun doute l'un des plus précieux enseignements de cette littérature critique qui, à la vue des dérives de l'industrie de la mémoire, refuse toutefois de sombrer dans le désenchantement. Et c'est bien en se mettant à l'écoute des revendications des morts, je cite Mendelssohn, que ces œuvres nous aident à affronter les paradoxes d'une mémoire en pleine mutation, mais une mémoire qu'il s'agit évidemment de garder vivante. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie.